Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 128e numéro du Synthé Night Club. Ce soir, comme la semaine dernière, nous allons parler d'une victoire de l'AS Saint-Etienne. Mieux, nous allons parler d'une deuxième victoire sans prendre de but. Mieux, nous allons parler d'une deuxième victoire sans prendre de but avec des idées offensives. Mieux, nous allons parler d'une deuxième victoire sans prendre de but avec des idées offensives contre le deuxième du championnat à l'extérieur. Décidément, il s'est passé pas mal de choses inattendues ce week-end. Et puisque dans les grandes émissions nationales, on parle plus du départ de Kylian Mbappé que du doublé de Cardona, qu'on parle plus du départ de Gattuso que des choix de Dalloglio, qu'on parle plus des bourres de d'Upamecano que du match plein de Michael Nadé, alors on va essayer de rééquilibrer tout ça, parce que le foot qui nous fait le plus vibrer, ça reste le foot joué avec notre beau maillot vert. Alors installez-vous parce que ce soir, on analyse ce match et on parle du reste en compagnie de Patrick Guillou. Bonsoir Patrick. Bonsoir à tous. Comment vas-tu ? Entre deux avions, entre deux matchs importants, et puis entre ces deux matchs, le temps nécessaire pour voir les matchs de l'AS Saint-Etienne, les analyser et les débriefer. Ouais, juste avant qu'on commence l'émission, là, il nous faisait son petit planning de commentary. Il y a du taf. Nous sommes également en compagnie d'Elias. Bonsoir Elias. Salut Keun, salut à tous. Comment tu vas ? Plutôt bien. On enchaîne les victoires, enfin une deuxième victoire, donc on aura pas mal de choses à dire ce soir, je pense. Ouais, ça fait plaisir et des choses positives. C'est pas toutes les semaines le cas. Avec nous également ce soir pour vous lire dans le chat, Gabriel. Bonsoir Gab. Bonjour à tous. Comment tu vas ? Ça va super. Deux émissions de suite, 2 victoires. Je mets la pression sur Karl qui revient lundi prochain. Donc espérons pour lui qu'il y aura victoire aussi. On espère contre Annecy ce samedi à 15h. On en parlera un petit peu, bien sûr, dans la troisième partie de l'émission. Et puis, dernière chose avant qu'on se plonge dans ce débrief, si vous nous écoutez en replay, sachez que nous sommes désormais en live sur Twitch et YouTube simultanément. Donc, vous n'avez plus d'excuses pour venir nous écouter en direct les lundis soirs à 21h, sauf les jours où on joue le lundi soir. Là, c'est le mardi soir. Au programme ce soir, donc je vous le disais, le débrief. On va parler un petit peu du reste de la Ligue 2. On va parler un petit peu du prochain match et puis on jouera en fin d'émission. Vous connaissez la routine. C'est parti, débrief. Active Synthé Night Club, le débrief. Alors, messieurs, on va pas se mentir, je pense qu'on est tous et toutes satisfaits du match qu'on a vu ce week-end. Je vais commencer avec une question simple. Quelles sont vos plus grandes satisfactions ? Si vous deviez retenir 2 ou 3 satisfactions principales sur ce match, lesquelles ce seraient ? Elias, je commence avec toi. Moi, ça va être l'aspect physique de la SS, parce que je trouve que en fait, on a eu 20-25 premières minutes assez, moi je trouve, compliquées, et qui auraient pu même basculer du côté d'Angers. Il y a une grosse occasion pour El Melaili, et ça peut être un tout autre match s'ils ouvrent le score. Mais au bout de 25 minutes, j'ai senti Angers baisser d'un bon pied, ne plus faire le pressing qu'ils faisaient en début de match. Et nous, je nous ai trouvé une bonne maîtrise, et j'ai trouvé que physiquement, on était très bien, au contraire, qu'on est monté en puissance tout au long du match, surtout en fin de première mi-temps. On a très bien fini avec les 2 buts de Cardona. Donc, ce serait plus ça ma satisfaction, surtout quand on pense au dernier mois où on avait un effectif qui semblait très emprunté dès qu'il y avait un peu de rythme dans une partie. Ok, Patrick, toi de ton côté, c'est quoi ta plus grosse satisfaction de l'après-midi ? Et elle est collective, elle est franchement méconnaissable par rapport aux dernières semaines. Ce collectif qui a su se mettre en place, c'est quand même quelque chose de stupéfiant. Bien sûr que ça passe par la notion physique. À chaque fois, il y a eu des grandes coupures, une fois de 10 jours, une fois pendant la coupe où l'AS Saint-Etienne avait été éliminée contre Nîmes, ce qui a permis ensuite à Olivier Dalloglio de retravailler différemment sur l'aspect physique, sur l'aspect tactique aussi. C'est beaucoup plus cohérent. Alors, il faut se réjouir de l'aspect physique actuellement. Ça laisse 2 interrogations. La première,
Qu'est-ce qui a été fait pendant de longs mois pour voir des joueurs beaucoup plus toniques, beaucoup plus explosifs, même si quelquefois on prête l'oreille et on entend que dans le vestiaire, quand on s'entraînait qu'une heure, et c'est de savoir à quelle intensité, et qu'aujourd'hui on a du travail beaucoup plus conséquent, que même les joueurs comme Cafaro en conférence de presse ou d'après-match se réjouissent de l'aspect physique. Ça, c'est le premier étage de la fusée. Le deuxième étage de la fusée, c'est que quand en pleine saison, on rajoute une couche sur l'intensité physique, est-ce qu'éventuellement on risque de le payer au mois de mars ou au fin mars ou début avril? Ça, c'est une grosse interrogation. Là, ça va être la gestion des temps de jeu. Là, ça va être la gestion de l'effectif. Là, il faut compter sur l'expérience d'Olivier Dalloglio pour mener toutes ces troupes. Ensuite, c'est la densité, c'est le soutien. Et pour une fois, depuis bien longtemps, ces valeurs collectives, c'est-à-dire qu'on va harceler, ça ferme derrière. J'ai mon copain qui est un petit peu moins bien, je viens l'aider. Une prise à 2, une prise à 3. Quelquefois, on se sort de situation très facilement, mais ensuite, on se projette et on fait un dépassement de fonction. Donc, du coup, la grande satisfaction, c'est collectif et cohérence. Ouais, ce que tu dis par rapport à la solidarité, au fait de faire le pressing ensemble, de se soutenir quand il y a une perte de balle, tout ça, on le voit pas mal avec les positions moyennes des joueurs, où on voit que Cardona est beaucoup revenu derrière pour dépanner un petit peu Apia quand il se retrouvait en difficulté. Sissoko aussi qui a pas mal décroché. Dans le chat, Gabriel, les principales... ce que retiennent les gens principalement, les principales satisfactions, qu'est-ce que c'est ? Bah, comme le disait Elias, il y a Jo42 qui met l'accent sur le physique de nos joueurs et qui se pose la question, notamment depuis le départ de Batless, on va mieux, c'est bizarre quand même, donc est-ce qu'il y avait un manque de travail physique à l'époque Batless? El Cato qui retient solidarité, intensité, la volonté d'aller vers l'avant et de faire mal à l'adversaire, donc enfin une vraie équipe. On a pas mal de messages qui soulignent le très bon match de Cafaro et plus globalement après son match aussi contre Troyes où comme il l'a dit lui-même en zone mixte, il a les jambes, donc là on le voit qu'il se donne vraiment à fond. Et Pili Albert pardon, qui nous parle d'une victoire significative face au deuxième du championnat, une deuxième consécutive qu'on n'attendait pas du tout. Si on se réfère à notre dernier déplacement à Dunkerque, ça fait plaisir. Céline, 8 buts en 2 matchs, de l'envie sur le terrain, enfin. Et sinon, on parle aussi justement du Mercato qui a fait beaucoup de bien, El Cato 42. Donc le Mercato qui amène une vraie plus-value, aime beaucoup Cardona et le retour de Masson. Et donc voilà, globalement, c'est le physique et enfin les valeurs collectives qui reviennent dans le chat. Je voudrais juste apporter une toute petite chose parce que le fait de pointer comme ça Laurent Batless, c'est un raccourci un petit peu trop rapide. Parce que quand on voit, c'est le même préparateur physique qu'il y avait, que ce soit avec Laurent Batless ou que ce soit maintenant avec Olivier Dalloglio. J'en parle, c'est pas pour pointer du doigt le préparateur physique, c'est juste pour rappeler qu'à un moment donné, aussi les joueurs mettent l'intensité dans les séances d'entraînement ou non. Et ensuite, comme tu viens de le souligner, il y a beaucoup plus de concurrence, il y a beaucoup plus d'implication, ça libère d'autres forces vives, et puis les joueurs se responsabilisent. Donc, de faire la comparaison et de dire Laurent Batless, il ne les faisait pas courir ou il s'entraînait qu'une heure ou 1h10 parce que c'est ce qui a été dit aussi et écrit, je m'inscris en faux, c'est qu'à un moment donné aussi, c'est pas l'importance du temps de la séance d'entraînement qui compte, c'est l'intensité que les joueurs mettent dedans. Oui, et puis il y a aussi le fait du changement de coach qui donne aux joueurs envie de se défoncer justement pour avoir leur place sur le terrain. On le voit avec Nadé, mon conduit, qui ressuscite un petit peu. On va revenir un petit peu sur toutes ces individualités-là, mais pour l'instant, ce que je retiens un petit peu de tout ce qu'on s'est dit, c'est quand même un état d'esprit collectif et une manière d'aborder le match qui a été assez différente. On a entendu que Olivier Dalloglio, pour responsabiliser ses joueurs justement, avait fait une séance vidéo où il avait laissé les joueurs regarder le match en entier et qu'il les avait laissés eux-mêmes analyser le match, voir ce qui allait pas. Est-ce que tu penses, Elias, que ce genre d'exercice entre guillemets, ça peut payer et ça peut faire un déclic justement de plus être dans la position d'élève, mais dans la position de être en responsabilité quoi de ces analyses?
Ouais, moi je trouve que c'est pas mal. Et je crois que, alors je sais plus si c'était lui ou j'avais entendu un autre coach qui le faisait sur des petites séquences et pour avoir une meilleure implication de son groupe et surtout avoir un retour de ses joueurs eux-mêmes sur déjà leur ressenti terrain et en plus de après ce qu'ils voient eux par rapport à la vidéo. Donc ouais, pour l'implication c'est pas mal. Après, faut que les joueurs aussi s'y prennent au jeu. C'est-à-dire que si tu as des joueurs qui passent outre ou qui font ça vite fait, bien fait, pour faire plaisir au coach et qui sont pas investis eux-mêmes, Ouais. ça aura aucun sens. Donc c'est donnant-donnant quoi. Après, moi je trouve que le l'intention est bonne. Après, c'est aux joueurs de prendre leurs responsabilités aussi. Et là, c'est ce qu'ils ont fait sur ce match. Et même Dalloglio, il prend ses responsabilités par rapport aux hommes qu'il met en place. Il Ouais. a fait des choix forts aussi, moi, je trouve. Tout à fait. Et ces choix, ils s'avèrent un peu payants dans un sens. Donc pour l'instant, tout va bien pour lui, quoi. Et encore une fois, quand j'écoute plusieurs choses, la première, c'est les joueurs se responsabilisent, c'est une belle chose. Mais curieusement, quand on analyse les non-matchs, et quand on faisait ou des chroniques, ou des analyses, ou des débriefings, ou peu importe, c'était plus facile de porter le doigt sur le voisin que d'apprécier sa propre performance et d'analyser sa propre performance. Et c'est toujours plus facile parce que le système était mis aussi en place de dire ouais, on nous veut du mal, ouais, on nous comprend pas, ouais, on fait ci, ouais, on fait ça. Sauf qu'aujourd'hui, chaque joueur a le vent du boulet dans la nuque. C'est-à-dire que s'il n'est pas performant, il peut sortir de l'équipe. Ça, la concurrence fait vraiment courir aussi quelquefois les joueurs. Les joueurs ne sont plus installés. Les joueurs ne prennent plus, pardon pour la comparaison, mais un rythme de sénateur parce qu'ils ils étaient dans une zone de confort. Et ensuite, il y a une autre chose. Et on l'a bien compris quand on déchiffre aussi la conférence d'après-match d'Olivier Dalloglio, c'est que les séances d'entraînement ont aussi l'importance dans le 11 qui va être titulaire. Bien sûr, il y a les forces et faiblesses de l'adversaire, mais il a bien expliqué aussi que Cardona avait été plutôt performant à l'entraînement dans la semaine, qu'il l'avait bien senti, et il récompense aussi ces séances d'entraînement alors qu'il avait été malheureux sur les matchs précédents. Ouais, c'est la méritocratie, c'est ce qu'il devrait avoir dans tous les clubs. Et ça, c'est bien, ça. C'est le principe même du sport de compétition, c'est qu'à un moment donné, chacun se sent concerné à sa façon, et ça veut dire aussi, parce qu'on est d'accord aussi que Mboukou avait été aussi très performant contre 3, que lui trouve peut-être injuste qu'il n'ait pas été titulaire contre Angers, mais pourtant, il y a un turnover qui se met en place, et à la fin, ce n'est pas les individus qui gagnent, c'est le collectif, et ensuite, nous, on en profite en tant que supporters. Et il fait pas une mauvaise entrée d'ailleurs, aime beaucoup. Hein. C'est ce que j'allais dire. Mais... hein. Donc on sent de l'implication dans le groupe quand même. Là, à l'instant T. Mais après, on verra, ça fait que 2 matchs, que 2 victoires. Donc on peut pas dire oui, il y a un regain de forme. On va voir sur 5, 6, 7 matchs. Là, on pourra dire il y a un regain de forme. Là, il y a eu 2 matchs. Alors oui, c'est 2 gros adversaires. Faut pas s'emballer. Mais ce qu'on voit, c'est plutôt intéressant. Dans cette analyse aussi que l'on fait sur ces 2 matchs, mais aussi sur les matchs précédents, parce que c'est seulement sur 4 ou 5 matchs qu'il faut analyser les différents comportements, c'est que curieusement à Dunkerque, il y en a 2 qui sont rentrés, il y en a plusieurs qui sont rentrés, mais il y en a 2 qui avaient des sabots aux pieds et qui ont montré qu'ils étaient peut-être pas contents parce qu'ils n'avaient pas joué. D'accord ? Et donc aujourd'hui, pour participer à cette fête qui est en train de se dessiner en filigrane, il faut que ceux qui rentrent apportent quelque chose et qui ne traînent pas leur spleen et qui ne traînent pas leur mal-être comme un boulet à la jambe. Ouais. Et c'est pour ça que Mboukou, qui a aussi sa carte personnelle à jouer par rapport au temps de jeu qu'il peut avoir, qui doit gratter par rapport à Augsbourg ou peu importe la suite de sa carrière, il se prend au jeu. Il en parle beaucoup, hein, Olivier Dalloglio, de l'importance des joueurs qui rentrent en cours de match. Juste simple curiosité, Patrick, toi, ça t'est arrivé en tant que joueur d'avoir ce dont on parlait, de le coach qui vous fait analyser vous-même vos matchs, qui vous fait prendre la parole pour expliquer ce qui allait et ce qui allait pas ? Prise de responsabilité, nous, ça nous est déjà arrivé, alors je ne vais pas faire vieux con non plus et vieux guerrier, mais ça nous est arrivé d'aller voir le coach et de dire, vous ne nous faites pas entraînement demain, on a des problèmes à régler entre nous. Et on prenait le TGV, on montait à Paris après une défaite à Bastia 4-1, on passait une soirée ensemble, ça serait plus possible aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça serait plus possible avec tout un tas de trucs. Ah, on l'a bien vu avec Rashford qui allait faire la fête en Suède. Oui, mais là c'est pas faire la fête. Là, c'est vraiment tous ensemble,
tout le groupe dans le TGV entre Saint-Étienne et Paris, pendant 3h30 privatiser un compartiment de la SNCF pour qu'on se dise les choses tête à tête après une défaite à Bastia. Ouais. Et ensuite repartir sur quelque chose d'autre. Mais il faut à un moment donné cette prise de conscience, d'abord individuelle, ensuite collective, et que les cadres tiennent leur statut de cadre, à la fois sur le terrain, mais aussi dans la prise de parole. C'est pas nécessaire de parler souvent et de parler beaucoup. C'est de parler juste. Sur cette prise de conscience, justement, j'ai vu que ça en parlait un petit peu dans le chat, Gabriel. Ouais, on a pas mal de personnes qui sont d'accord forcément avec ce qu'on dit. Il y a Pascal CHN qui dit que, comme disait Patrick, les joueurs ont dû être obligés de se parler entre eux, ça a sûrement aidé. Sinon, sur le renouveau, El Cato 42 qui nous dit que c'est un tout. Le recrutement de cet hiver va peut-être changer et nous apporter offensivement, c'est plus simple. Franck Follet qui nous dit sur YouTube. Ça serait intéressant de savoir qui est à l'origine quand même de certains recrutements. Hein. Parce que c'est pas compliqué, Pat. Par effet domino. On voit quand même, parce que ça revient systématiquement, on ne s'est pas trompé au recrutement, on ne s'est pas retrompé au recrutement, on ne s'est pas retrompé au recrutement. Qui est à l'origine du recrutement? Voilà, c'est tout juste. La première recrue, de toute façon, elle est facile à cibler, c'est un ancien du coach. Donc, et la deuxième, il y a un retour de prêt, mais parce qu'il y a une situation où il y a un joueur qui est dans un pays en guerre, et il n'y a pas de porte de sortie pour ce joueur aussi. Donc, l'histoire de Masson, je veux bien dire que oui, c'est un choix sportif, etc. Mais je pense que c'est pas du tout un choix sportif de base. C'est que déjà, nous, on n'a pas de latéraux. Olivier Dalloglio veut jouer à 4 et il n'y a pas de concurrence sur les côtés. Et après, je pense qu'il n'y a pas de porte de sortie pour Ivan Masson à l'instant T. Donc oui, il vaut mieux le réhabiliter et le faire jouer. Et s'il est performant, peut-être le faire sortir plus tard que le laisser, je sais pas où. Qui c'est qui est monté au créneau publiquement pour dire qu'il avait besoin de ce joueur? Le coach. D'accord. Mais ça, on dit la même chose. Et la troisième recrue, c'est que tu as fait un accord avec un club et il y a un deuxième joueur français qui a un manque de temps de jeu et tu te dis, pourquoi pas le faire lui aussi. Voilà, c'est ça. Alors, on vient me dire le recrutement il est bon, mais l'effectif il reste déséquilibré. Alors oui, on vient de faire deux grosses rencontres, mais comme l'a dit Pat, est-ce qu'au mois de mars on va pas se manger un mur dans la gueule physiquement et tout va s'effondrer? Il y a plein de choses. Moi, alors oui, Cafaro il revient bien là sur les 2 derniers matchs, mais je suis désolé, Cafaro il n'a pas de concurrence à son poste encore. Et il enchaînait les perfs assez catastrophiques pendant un petit moment et il était à chaque fois reconduit dans le 11. Alors peut-être qu'il a une très bonne application dans le vestiaire et ça je veux pas en parler parce que j'ai ni les tenants ni les aboutissants et je suis pas expert pour ça. Mais moi sur la partie analyse plutôt technico-tactique, il a été catastrophique sur beaucoup de matchs et il a été reconduit à chaque fois. Donc oui, le recrutement a apporté de la concurrence sur certaines zones. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a aussi le fait d'avoir. Pardon. Vas-y. Allez, j'y vais. Le fait d'avoir un nouveau coach, comme tu as dit, Kun, tout à l'heure, ça a peut-être relancé des cartes. Il y a eu des joueurs un peu plus motivés. On voit sur les dernières semaines, Nadé m'ont conduit. Tout le monde lui a craché dessus l'année dernière et en ce début de saison. Au début, avec Dalloglio, il n'était même pas convoqué dans le groupe. On parlait d'un départ en hiver. Et puis finalement, il revient, il est titulaire et ça se passe plutôt bien. Il a fait un bon match, moi, j'ai trouvé samedi. Donc, il y a plein de petites choses. Alors, oui, de recrutement, ça a apporté des bonnes choses. Cardona aime beaucoup, c'est des très bons joueurs. Ivan Masson, son retour est incroyable, moi je trouve personnellement, que ce soit sur tous les plans. Donc oui, ça a apporté des choses, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu un mix de plein de choses qui font que là, ça a bien marché pendant 2 matchs, mais attention, c'est que 2 matchs. Et Elias, revenons au match. Par contre, tu dis mon conduit, on a beaucoup craché dessus. Ta vie privée ne nous regarde pas. Non, mais sinon, ça parle de recrutement, mais il y a aussi le recrutement indirect de la fin de la Coupe d'Afrique des Nations avec le retour de Dylan Batubinsika qui a fait son entrée en jeu pour remplacer Briançon qui avait une petite gêne en deuxième partie de match. Et puis le retour de Ibrahim Sissoko de la CAN qui nous fait pas mal de bien aussi. On le voit. On va parler justement un petit... Ouais. Il y a plusieurs choses. Les points positifs, c'est qu'on a marqué aussi des buts sur coup de pied arrêté. Tout à fait. C'est quand même ça, c'est un truc hyper positif.
Et ensuite, voilà, c'est passé aussi peut-être un tout petit peu à travers les mailles du filet, mais la forme de management, le style de management d'Olivier Dalloglio, à la fois dur mais honnête, à la fois ouvert mais très attentif au respect des consignes. Il gère plutôt bien son effectif. Il est très bon communicant. En tout cas, il explique les choses telles que nous, on les voit devant la télé, et puis on ne fait pas croire que le lapin de Pâques, c'est le Père Noël. Donc ça, c'est très, très important. Il dit les choses très, très justes. Et pour le connaître aussi un petit peu mieux que vous, il est aussi, il protège aussi son groupe, parce qu'il peut être encore plus dur entre quatre murs que ce qu'il communique. Donc pour le moment, il trouve le bon tempo pour parler à ce groupe et à cette génération-là, tout en étant un entraîneur des très grosses expériences. Oui, Si je peux... ouais, c'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question. Pour l'avoir entendu quelques fois en interview, c'est vrai qu'il remet pas mal de choses en question dans son management. Ouais, Elias. Ouais, juste je rebondis sur un truc que Pat a dit qui est très juste. Il a dit on a marqué sur coup de pied arrêté et c'est vrai que ça n'était pas arrivé très souvent, voire pas du tout depuis le début de la saison. Et il y a une deuxième chose que je trouve sur les 2 derniers matchs qu'il y a eu, c'est que on fait payer cash les erreurs adverses. Parce que le premier but, il vient d'un mauvais pressing angevin qui fait que les lignes sont très écartées et il y a beaucoup d'espace. Cafaro rentre à l'intérieur, fait une super passe pour Cardona, mais Jordan Lefort, il est à la rue, il est hyper mal aligné. Et ça, c'était un problème. On n'arrivait pas à faire payer cash les erreurs adverses, mais nous, on nous faisait payer cash nos erreurs. Et là, le scénario s'est inversé, et c'est pour ça aussi qu'on arrive à battre les équipes sur des scores fleuves, là. On va parler un petit peu des individualités. Moi, j'aimerais vous poser une question, et je vous la pose aussi à vous dans le chat. Je pense que c'est ni un joueur qui rentrera dans les tops du match, ni dans les flops du match, mais j'aimerais bien avoir votre avis sur le match de Tardieu, qui a remplacé Aymen Mouefek. D'ailleurs, on n'a pas trop de nouvelles pour l'instant de la blessure d'Aymen Mouefek, qui avait l'air d'être musculaire, mais on n'a pas trop d'infos qui sont sorties sur son état de santé officiel. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de Tardieu ? Je vais répondre en premier. En fait, j'ai bien aimé son entrée dans le principe que, comme j'ai dit, les 20-25 premières minutes, elles ont été très compliquées. Et c'est lui qui a permis un peu, je trouve, de mettre le pied sur le ballon et de reprendre une bonne maîtrise. Alors oui, comme j'ai dit, Angers a beaucoup baissé en intensité, mais lui, il a bien arrivé à mettre le pied sur le ballon et à faire circuler le ballon. Alors oui, c'est un rythme assez lent chez Tardieu. Il performe dans une configuration où il faut qu'il y ait un rythme assez lent, où on a une maîtrise du ballon pour qu'il puisse distribuer à droite à gauche. Mais je trouve qu'en fait, son entrée, elle a bien correspondu. Elle correspondait bien, au moment où on a réussi à bien mettre le pied sur le ballon, à gagner en maîtrise et donc à se procurer plus de situations dangereuses, et ce qui va amener au but. Et après, pareil, en deuxième mi-temps, je trouve qu'on a été très calme. Angers a fait 5 minutes très intenses en deuxième période, et puis on les a vite éteints. Et pareil, je trouve que Tardieu, il a permis de faire ce qu'on appelle la position un peu défensive, c'est-à-dire on garde le ballon, on n'attaque pas, mais on fait tourner et ça fatigue l'adversaire. Et vu qu'on gagnait, c'était bon tempo. Donc non, j'ai bien aimé son entrée, surtout que là, il avait été absent contre 3, je crois, et qu'on n'avait pas du tout remarqué son absence. Donc oui, il est rentré, il a bien montré qu'il était présent pour cette deuxième partie de saison. Qu'est-ce que tu en as pensé de l'entrée de Tardieu ? Et j'ajoute à ma question, Patrick, un petit mot peut-être sur Bouchoiry, qui est le grand perdant un petit peu de l'arrivée d'Olivier Dalloglio. Là, Mouefek qui sort, et donc on préfère Tardieu à Bouchoiry. Qu'est-ce que tu penses de cette situation un petit peu ? Et dans le fait d'équilibrer ou d'assurer l'équilibre à la perte, je préfère jouer avec Tardieu que Bouchoiry. Bouchoiry, tu le prends pour d'autres qualités, franchissement de la première ligne, se retourner et avoir les épaules tout de suite face au but pour pouvoir enchaîner. Mais sur un parcours comme ça, en Ligue 2 avec la volonté de remonter, Tardieu apporte plus d'assurance au milieu en sentinelle devant la défense
que peut l'avoir Bouchouari. D'ailleurs, il n'a pas joué trop souvent à ce poste-là. C'était plutôt à deux récupérateurs. Ouais. Mais à un moment donné, Bouchouari est le grand perdant. Pardon, hein, au début, quand il est arrivé, Olivier Dalloglio, Bouchouari jouait de façon régulière, a joué aussi pendant certains matchs et de façon très très moyenne, voire inexistante. Et que ensuite, peut-être que sa sélection, non-sélection, la CAN, pas la CAN, le Maroc, il a le contre-coup parce que lui se voyait à ce niveau-là alors qu'il ne l'a pas. Et aujourd'hui, il n'est pas le joueur Fury Class de l'AS Saint-Etienne et qu'aujourd'hui, le milieu de terrain qui est actuellement en place apporte beaucoup plus de garanties dans le collectif, et je dis bien dans le collectif, que peut l'apporter Bouchouari. Et j'en veux pour preuve le match de Dunkerque, où quand il est rentré, il a montré à tout le monde qu'il n'avait pas envie de tirer la caravane vers le haut. Hein. Ouais. Donc à un moment donné, on peut dire que c'est Dalloglio qui a fait ce choix-là et qu'en ce moment il est carré. Non, il a fait des choix qui s'imposaient parce qu'il n'était pas performant. Et donc du coup, d'autres qui ont pris le train en route et avec les résultats qu'il y a eu ces derniers temps, ils lui sont passés devant. Ça ne veut pas dire que Bouchouari n'a pas fait une bonne rentrée contre Troyes, mais c'est qu'aujourd'hui, par rapport à son investissement aussi aux entraînements, par rapport aussi aux investissements quand il vient du banc, il doit maintenant prouver. Ce n'est pas un joueur de l'AS Saint-Etienne, un joueur confirmé et un joueur qui, dans cet effectif-là, aujourd'hui, est un titulaire indiscutable. Et loin de là. Ouais. Alors que c'est un peu l'image qu'on en avait sur la première partie de saison, c'est vrai que c'était le premier nom quasiment que cochait Batles. Gabi, j'ai vu que tu avais posé la question sur est-ce qu'il y avait des individualités qui ressortent du match de samedi ? Alors justement, on parlait plutôt de Cafaro et Cardona. Ouais. Qui forcément 2 buts pour Cardona, 2 passes D pour Cafaro, ça marque. Le Babé Mathias qui nous dit Cafaro, depuis qu'on lui demande de jouer avec sa tête, c'est un autre joueur. Sinon, on disait aussi que, comme vous étiez en train de dire, que Tardieu était quand même très sécurisant au milieu de terrain, même si Pilia Albert l'a trouvé assez discret sur le match à Angers. On parle aussi de Chambaud. Yannick Goulet, Chambaud, beaucoup lui ont tapé dessus, mais j'aime plutôt bien ce joueur, il apporte beaucoup à l'effectif. Et comme le dit Laurent Levrat, quand Chambaud joue à son poste, il joue juste, il est très important dans ce schéma de jeu. Et sinon, c'était une question que je trouve intéressante de Nord Info, les vidéos, pour Patrick et pour Elias. On a Batu Bintika qui revient, mais en même temps, on a Nadé qui est très performant ces derniers temps. Est-ce que pour le match contre Annecy, vous enlevez Nadé pour mettre Batu et Briançon, ou est-ce que vous laissez Nadé ? Le mec, il me vole mes questions de la partie prochain match, quoi. Non, mais non, mais je suis d'accord, c'était une question que j'avais prévu de vous poser aussi. Qu'est-ce qu'on fait de Nadé, là ? Batu Bintika est de retour, mais Nadé est solide. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ? Il joue en confiance parce qu'Olivier Dalloglio l'a mis en confiance. Pardon de faire une comparaison avec Leverkusen, qui est leader incontesté en Allemagne. Non, mais c'est juste pour vous dire par rapport aux joueurs qui reviennent de la CAN et qui sont un tout petit peu, alors qu'ils étaient très très performants dans la première partie de saison, Cotonou et Tapsoba, ils reviennent de la CAN et c'est Stanisic et Hincapié qui continuent à jouer et eux sont sur le banc. Donc ça peut créer aussi des frustrations. Mais il y a une logique aussi d'équilibre dans l'équipe et de performance. Et encore une fois, Nadé a été bon. Il a été aussi décisif défensivement, décisif offensivement avec la passe sur Sissoko, la passe Nadé Maria. Et donc du coup, il est dans une logique sportive. Donc voilà, ça enlève rien aux qualités de Dylan et à ce qu'il a pu apporter en sécurité défensive. Vous vous rendez compte comment ça change très très vite. C'est-à-dire que tout à l'heure, on était en train de dire de Bouchouari, on le colle sur la table, et aujourd'hui, Olivier Dalloglio a le choix du prince, alors qu'il y a quelques semaines où tout le monde était à la cave, où tout le monde se cachait, il y avait des noms qui s'inscrivaient sans aucune devoir de performance. Ça va pousser Dylan Batumbizika, à être encore plus investi aux séances d'entraînement, et ça ne peut que tirer le groupe vers le haut.
Je suis totalement d'accord avec Justement, Elias, et par rapport aussi à Briançon, du coup. Déjà, le capitaine, c'est compliqué de C'est ça. l'enlever. Donc, après, c'est compliqué comme situation, mais après, c'est bien d'un côté. Si tu te dis, quoi que tu fasses comme choix, normalement, il y aura de la performance. Mais Batu Binsika, faut pas oublier que quand on était à la ramasse, c'était l'un des seuls avec l'Arseneur à être au niveau. Donc, voilà. Et puis, après, sur la CAN, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais dès qu'il a eu du temps de jeu, il a été performant. Mais Nadé est exceptionnel. Donc, le problème, c'est que si on pose Nadé sur le banc. C'est pas non plus Marcel Desailly. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sur les 2 derniers matchs, il fait des gros matchs. Non, mais c'est le mot exceptionnel. Hein. Ah, pardon. Il a été bon, voilà. Non, mais en plus, moi, j'ai été critique sur les 2 derniers matchs avec lui, parce que je trouve que ses débuts de match, ils sont assez compliqués. Contre 3, il y a eu Simon Elisard qui l'a un peu bousculé en début de partie, et il prend un carton jaune rapidement parce qu'il accumule des fautes. Contre Angers, Johnny l'a un peu remué en début de match, pareil, sur les 20 premières minutes, où il a eu du mal à s'en saisir, à essayer de le devancer, etc. Et Johnny faisait parler son expérience. Et après, petit à petit, c'est un diesel, en fait, Nadé, j'ai l'impression. Il monte en puissance au fil du match. Mais envoie-le s'échauffer une demi-heure avant tout le monde. Ouais, c'est ça. On va lui faire un gros échauffement, et puis comme ça, il sera prêt au début du match. Non, par contre, le problème, c'est que si on le met sur le banc, c'est-à-dire on enlève ce principe de méritocratie un peu qu'on discutait juste avant. Ouais. C'est-à-dire que tu es performant, mais bon, il y a un gars, il a été performant avant toi, il a un meilleur statut que toi, bon, il revient, il est titulaire. Donc, mais c'est compliqué parce que si le prochain match, on se trouve contre Annecy et Nadé, il est fautif et il fait une mauvaise performance, on va dire, mais pourquoi on n'a pas mis Batu Binsika, etc. Donc, c'est un peu compliqué comme situation à gérer. Mais comme l'a dit Patrick, c'est le choix du prince pour le coach aussi. Il y a une émulation qui se crée avec la concurrence et c'est bien pour tout le monde. Ouais. Patrick ? Oui. On est 5e avec 38 points. Grenoble est à 40 points, Laval à 41 points, Angers à 46 points et la GIA à 50 points. On est de retour dans le top 5. Est-ce que, pour toi, on peut viser le top 2 pour remonter direct, ou est-ce que déjà faire top 5 et faire les barrages, ce serait une bonne nouvelle ? Alors, on est top 5 grâce au galavérage. Au moment où on se parle, Amiens est en train de gagner contre Bordeaux, revient à 38 points, et les 8 buts qu'on a marqués sur les 2 matchs nous permettent au galavérage de garder cette 5e place et Amiens 6e. Donc l'importance de chaque but marqué, de chaque but concédé, déjà ici mi- ou 3e semaine de février. Aujourd'hui, chaque jour suffit sa peine. Si tu regardes le classement vers l'avant, il n'y a pas de souci. Si tu regardes un peu dans le rétro, tu peux perdre 2 matchs et te retrouver 12e ou 14e. C'est assez conséquent. Si jamais Bordeaux, parce que là on est à 21h33, réussit à renverser le match, ils reviennent à 34 points et ils sont à nouveau avec 34 points, je crois, à nouveau dans le bon wagon pour jouer éventuellement la 5e place. Donc tout va très très vite. Il faut surtout pas regarder. Pardon, hein. Je me fais caricaturer bourrin de Ligue 2, mais ce championnat, je pense que je le connais quand même assez bien pour avoir fait 3 montées en France et une en Allemagne. Et donc, à un moment donné, c'est la régularité qu'il faut. Ouais. Et à un moment donné, il faut gagner tes matchs. Regarde pas ce que fait Laval, regarde pas ce que fait Grenoble, regarde pas la mauvaise passe en ce moment de Laval. Gagne tes matchs. Et ensuite, quand tu gagnes tes matchs, ce sont les autres qui vont s'adapter à ton rythme, de devoir aujourd'hui répondre à ce que Saint-Étienne met en place. La victoire en début d'après-midi, du samedi après-midi, a exercé une pression supplémentaire aussi sur leurs adversaires. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt bien de faire cette course à chaque fois en tête, parce que je crois que contre Annecy, on joue à nouveau aussi samedi après-midi. Donc les autres auront conscience du résultat. Il y a 2 choses qui sont bien mentalement. C'est qu'à chaque fois, il y a par la victoire la pression sur les adversaires directs, sur la 3e, 4e et 5e place. Et il ne faut pas regarder plus haut pour le moment. Et ensuite, quand Saint-Étienne ou quand nous avons joué le lundi soir et qu'on connaissait les résultats des autres, on a aussi gagné ces matchs hyper importants. Donc, réjouissons-nous de ces 2 victoires. Réjouissons-nous d'accrocher le bon wagon. Je rappelle quand même, parce que je l'ai dit aussi dans ma chronique, que sur les mêmes phases retour avec les 6 adversaires qu'on a pu affronter jusqu'à maintenant, on a 2 points de match, 2 points de match face aux mêmes adversaires. Oui. D'accord ?
Ça, c'est la première chose. Qu'à un moment donné, on a une série de 10 matchs sans défaite et on pensait que c'était aussi la poudre de Perrampampin et qu'on allait monter directement. Il faut avoir beaucoup d'humilité et beaucoup de modestie pour pouvoir accéder d'abord au barrage. Je pense que là d'où on vient, même si le classement est intéressant, de jouer les barrages sera déjà un premier exploit. Ouais. Elias, Patrick, il parle de régularité, d'humilité. On sait que le principal ennemi des Verts, c'est eux-mêmes. Pour toi, est-ce qu'il y a un truc qui fait qu'on pourrait se dire « Ah, ils ont compris sur la durée, on va aller jusqu'au bout de la saison avec cet état d'esprit-là » ou pour toi, c'est vraiment trop tôt pour le dire? Oh, c'est trop tôt pour le dire. Ouais. Là, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Patrick. Alors, 100% d'accord avec ce qu'il a dit précédemment. Et il reste 13 journées, ça fait 39 points encore à prendre. C'est énorme. Vu l'homogénéité, mais pas dans le bon sens, de la Ligue 2 cette saison, comme a dit Patrick, deux victoires et tu te retrouves 5e, 2 défaites et tu peux te retrouver 10, 11e. Bon, là, il y a eu un petit écart, mais c'est pas grand-chose, quoi. Ouais. Donc, Après, il y a une autre chose, si vous me le permettez. Généralement, Vas-y, chez vas-y. les pros, on ne fait pas 2 fois la même erreur. Pourquoi j'en parle? Parce qu'à un moment donné, vous vous rappelez, il y avait eu un match à huis clos, ils étaient partis ils jouaient contre Sion, un match pendant une trêve internationale, et que 3 joueurs étaient sortis, qu'ils n'étaient pas dans le groupe, et que derrière, ça a créé un certain tollé, et que derrière, les joueurs se sont responsabilisés. Et tout de suite, ils ont gagné, et ils ont enchaîné une bonne dynamique. Mais cette bonne dynamique, à un moment donné, avec ce groupe-là, eh ben, tu te retrouves à perdre 5 fois d'affilée et tu sais plus du tout où tu en es. Donc aujourd'hui, quand je disais qu'il ne faut pas faire 2 fois la même erreur, c'est que ce même groupe-là a su être une fois déjà, ou s'est mis une fois déjà dans la difficulté, a su se sortir de cette difficulté. Il y a eu un nouveau coach, il y a eu des nouvelles recrues. Ils sont à nouveau dans une phase ascendante. Il ne faut absolument pas faire 2 fois la même erreur, ça serait une faute professionnelle. Et après, il y a une autre chose aussi, gardons bien ça en tête. Tu as des joueurs qui sont des profils de Ligue 2 et qui n'ont pas forcément le profil pour jouer en Ligue 1. Est-ce que ces mêmes joueurs auront cet amour-propre pour permettre à Saint-Etienne de retrouver dans la Ligue 1 et là, devoir partir sous d'autres cieux? Ou est-ce que ces joueurs, parce qu'il y aura des raisons externes à leur durée de contrat ou à leur vrai niveau, est-ce qu'à un moment donné, ils vont peut-être se dire est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Et ça, c'est pas quelque chose que tu dis dans une boule de cristal. Ce sont des choses qui arrivent régulièrement, où tu vois des équipes qui jouent plutôt bien dans une première partie de saison, qui ont un parcours un peu chaotique en deuxième partie de saison, mais ils accrochent le beau magon, et dans la dernière ligne droite, tu le vois complètement exploser et disparaître. Ah bah Sochaux l'année dernière, c'est totalement ça. Ouais. Après, est-ce que c'était un problème de motivation lié au contrat? Ouais, je sais pas trop. Tu penses, Patrick, que les joueurs ils sont aussi vicieux que ça? Pardon, 17 ans, même à notre époque ça existait, cherche pas. Je te crois, hein. Mais toi, c'est ma naïveté, moi. Tu arrives avec ta vision et je t'encourage de la garder. Mais après, tu as le football, le réel football, et qu'à un moment donné, pourquoi je parle comme ça? Parce que c'est déjà arrivé. Et donc, à un moment donné, quand tu vois les comportements de certains, voilà, j'avertis déjà avant, comme j'avertis sur l'aspect physique, et qu'à un moment donné, ça poussera peut-être d'autres. Alors, on va dire encore, il tire, il machin, il fait tout, sauf que je l'ai déjà vécu dans un vestiaire. Voilà. Peut-être que je me trompe avec ce groupe. C'est tous des enfants de cœur. Comme le disait la prix Nobel Hannah Arendt, celui qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre. Gabriel, je viens vers toi parce que sur cette question du retour dans le top 5, est-ce qu'on peut viser la seconde place? Est-ce qu'on reste prudent? Quels sont un petit peu que dit la boule de cristal du chat? Et j'en profite pour saluer notre ami Lançois qui passe dans le chat ce soir. Et assez mitigé. Il y a Jo42 qui dit que si on joue à ce niveau-là, on sera injouable. Du coup, El Cato et Jo42 qui visent sur le top 2. Brock Naldo aussi qui dit qu'on doit être ambitieux et viser le top 2. Après, on a aussi les plus mesurés, comme Laurent Carpentier qui nous dit qu'on en saura beaucoup plus après le match contre Auxerre du 9 mars. Yannick Goulet, top 5 et barrage, c'est déjà très bien vu la saison.
Laurent Carpentier qui nous dit aussi que 9 défaites, ça fait déjà beaucoup pour espérer monter directement. Et comme disaient Patrick et Elias, on a Pilier Albert qui nous dit prenons les matchs les uns après les autres et les objectifs s'ajusteront au fur et à mesure. Ok. Et bien justement, dans cette idée de prendre les matchs les uns après les autres, tiens, si, très rapidement, avant de passer au prochain match contre Annecy, un petit mot sur Angers qui définitivement est en train de s'enfoncer un peu dans la crise, des tensions à l'entraînement, des défaites qui s'enchaînent, une deuxième place, une avance qui se réduit. Est-ce que vous pensez que Angers peut s'écrouler ou est-ce que on pourrait voir un réveil assez probable ? C'est peut-être qu'une passe, hein, on ne sait pas. Oui. Après, ils ont perdu un jeune joueur. Alors, vous voyez, l'aspect financier, quand il prend le dessus sur l'aspect sportif, ça n'a pas des bons effets. Hein. Parce que tu perds, même si c'était un jeune joueur, c'était un joueur important qui avait fait un plutôt bon début de saison, etc. Donc il a signé dans un club que Patrick suit très bien. Donc, c'est peut-être qu'une petite passe et qu'ils vont après réenclencher la machine. Moi, j'ai trouvé que sur leur début de match, franchement, s'ils mènent 1-0 au bout de 20 minutes, ça peut, comme j'ai dit, changer beaucoup de choses. Ouais. Et on n'aurait peut-être pas la même interprétation aujourd'hui. Donc, à voir sur les prochaines rencontres. On le voit quand même. Les équipes qui ont joué la première partie de saison, Grenoble, Laval, Amiens, ils ont des semaines de moins bien. Et sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas photo, il n'y a absolument pas photo entre tous les effectifs de Ligue 2 et celui de Saint-Etienne. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Et qu'aujourd'hui, si tu joues juste à ton niveau, sans te préoccuper de ce qui se passe autour. Tu dois être dans les 2 premiers. Hein. Mais ça fait longtemps que tu dois avoir 10 points d'avance. Non, mais c'est pour ça. C'est ça la réalité. Je vois des gens parler d'exploit si on est dans le top 5. Alors oui, au vu des scénarios de la saison, etc. Mais franchement, ce serait le minimum syndical qu'on aurait fait. Hein. Je suis désolé. Pardon de dire certaines choses, il faut être des fois factuel. D'accord, on te dit on est la meilleure défense de Ligue 2, on est plein de clean sheet. Regarde, quel est quel est le gardien le plus payé en Ligue 2 ? Voilà. Quels sont les défenseurs centraux les mieux payés en Ligue 2 ? Et on peut tirer ça jusqu'au bout. On est quand même le premier ou le deuxième budget de Ligue 2. Et on a un rythme de Ligue 1 encore. Et qu'aujourd'hui, on doit être heureux parce qu'on bat une équipe très très moyenne de 3 et qu'on crée un Angers, un résultat positif en jeu. Saint-Etienne joue juste ces dernières semaines à son niveau, ouais. Au niveau que ces joueurs-là, normalement, ont démontré dans d'autres circonstances. Après, qu'ils supportent pas la pression, qu'ils n'aient pas l'épaule assez large pour porter le maillot de la Saint-Etienne, parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte, c'est encore autre chose. Mais aujourd'hui, Saint-Etienne est juste à son standing par rapport à ce qui est mis en place au niveau du budget et par rapport à la qualité des joueurs et au salaire des joueurs. Tout à fait. Si j'ai été aussi virulent parfois, c'est qu'à un moment donné, ou alors on nous vend autre chose, ou alors on nous vend des bulles de savon. Et ça, il faut le dire aussi. Oui, c'est ça, faut être cohérent avec les discours de pré-saison. On se souvient de Soukas qui dit on va vivre une putain de saison, vive la remontée, tout ça. Et surtout exigeant, c'est l'exigence que Patrick parle. Et mais vous imaginez, c'est normal avec Saint-Etienne. Là, pardon, hein, je manque de respect à aucune équipe, hein. Mais vous ne pensez pas que le coach Frappoli ou le coach de Rodez ou le coach de Pau aimerait, ou le coach de Dunkerque aimerait avoir l'effectif de Saint-Etienne ? Si, pour un moment. Donc si c'est pas à ce niveau-là, il y a d'autres failles dans le système. Même si je redis que l'effectif il est mal construit quand même. Eh bien justement, en parlant d'effectifs et en parlant des adversaires qui marquent le pas, Annecy c'est très compliqué pour eux en ce moment. Annecy ils sont actuellement 19e de Ligue 2 avec 23 points au compteur en 25 matchs joués. Ils restent sur une défaite lors de leur dernier match. Simplement au niveau de la composition d'équipe, on imagine que Dalloglio restera sur le 4-3-3 qui pour l'instant fonctionne bien. Je vous ai affiché là à l'écran la composition qui était alignée d'entrée pour Saint-Etienne-Angers, pour Angers-Saint-Etienne. Est-ce que vous verriez des changements ? Alors déjà, a priori, Mouefek ne devrait plus être titulaire parce qu'on n'a toujours pas de nouvelles de sa blessure. Mais tiens, Patrick,
qu'est-ce que tu ferais comme changement sur ce 11 ? Il y a plusieurs choses. D'abord, ce 4-3-3 et se transforme quelquefois aussi, quand même depuis 2 matchs, en 4-1-4-1. Oui, tout à fait. Et ce 4-1-4-1, c'est le deuxième rideau défensif, qui déclenche Sissoko, et ensuite la ligne de 4 pour essayer de presser beaucoup plus haut les adversaires. Et par séquence, ça réussit plutôt bien. Alors, je ne sais plus qui c'est qui disait tout à l'heure la ligne de récupération et le positionnement moyen des différents joueurs. À un moment donné, cette ligne de 4, quand tu n'as pas le ballon, peut être aussi importante. On voyait aussi qu'on se créait des occasions beaucoup plus, parce qu'il y avait au plus de présence et de densité aussi dans la surface de réparation adverse. Après, il y a un meilleur jeu aussi dans les couloirs, avec des doublements et avec la complémentarité de Masson-Cafaro. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus facile. Face à Annecy, c'est de savoir si tu cristallises la défense adverse avec un seul attaquant, avec Sissoko, ou est-ce qu'au contraire, tu repositionnes éventuellement Cardona, ou tu le rapproches de lui encore plus près, et que tu enlèves un milieu de terrain pour être encore plus offensif, et d'avoir un peu plus de soutien autour de Sissoko. Pas ce 4-3-3, mais quasiment avec 2 attaquants. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est des trucs qu'on dit toujours, peu importe le système de jeu, sauf qu'aujourd'hui, les joueurs ont des automatismes, ont des repères, ont aussi cette confiance en eux qui leur permet de dire on va pouvoir marquer à n'importe quel moment, et on n'est pas obligé de tenir sur un exploit de l'Arseneur. Et donc aujourd'hui, la seule interrogation que j'ai derrière, c'est les postes, mais comme ils sont à peu près tous équivalents, que tu mettes Batum Sika ou tu mettes Nadé en ce moment, ça fera la maille. Que tu mettes Tardieu ou que tu mettes Mouefek ou Mokonduit, ça fera la maille. Après, c'est juste offensivement, quand tu fais avec le ballon à Geoffroy Guichard, essayer enfin aussi une nouvelle fois juste la petite étincelle en début de match, comme contre 3, là, après 2 minutes de jeu, tu as déjà une occasion, et ensuite tu es sur les Champs-Élysées. Donc c'est juste savoir, moi qui m'intéresse de savoir, c'est s'il met un soutien autour de Sissoko, ou s'il reste avec 2 joueurs excentrés pour étirer toute la défense d'Annecy. Est-ce que tu cristallises dans l'axe pour avoir les projections de Chambost et de Mboukou s'il rentre, voilà, c'est juste ça qui m'intéresse. Le reste. Et ben justement, tiens Elias, toi si tu étais Olivier Dalloglio, est-ce que tu ferais comme dit Patrick à élargir sur les côtés, ou au contraire revenir sur un truc plus axial, plus percutant, on va dire? En fait, tout va dépendre de Annecy, j'ai envie de dire, parce que est-ce qu'ils vont venir et qu'ils vont poser un bloc bas, et là, ce serait, je trouve, plus judicieux d'avoir du monde sur la largeur avec un Mboukou et un Cafaro capable de créer des différences à 1 contre 1 et de faire descendre pour Sissoko avec un milieu comme Chambos qui peut se projeter dans la surface, comme il l'a fait ces dernières semaines. Pardon. Ou est-ce que Annecy va venir parce qu'ils ont besoin de victoire et qu'ils vont plus se découvrir et avoir une attaque Sissoko-Cardona un peu plus rapprochée, pour essayer, pourquoi pas, sortir long sur Sissoko avec un Cardona qui prend les espaces. Alors, je te coupe une mini-seconde. Le coach d'Annecy disait en conférence de presse que même si c'était une période compliquée pour eux, il voulait pas renier ses principes de jeu et qu'il voulait continuer à jouer de l'avant. Après, est-ce que c'est de la communication? Est-ce que ça va se voir en match? On verra, non, mais non. En tout cas, il est ambitieux. Ils l'ont fait contre Auxerre, et même contre Auxerre, là. Ils l'ont fait l'année dernière. Là, ils ont toujours joué. Ouais, il est cohérent, il reste sur ce discours, en tout cas depuis un moment, c'est sûr. Et puis il reste sur 2 défaites là, mais les 2 défaites, elles sont assez mal payées. Hein. Ils se font taper 2 fois à domicile en plus, 3-0 par Concarneau, mais ils sont à 10, je crois, quand ils prennent les 2 derniers buts dans le temps additionnel, ou quelque chose comme ça. Et en fait, les 2 derniers matchs, ils sont vraiment pas vernis. Et la dernière fois où ils se sont déplacés, ils sont allés à Guingamp, qui pareil jouait dans la même zone que nous, quoi, qui était bien placé pour le top 5, et ils sont allés leur mettre 4-1. Alors oui, il y a eu des circonstances qui font qu'ils ont joué à 9, etc. Mais voilà, donc on peut jamais prédire ce qui va se passer pendant un match. Donc, mais l'idée de Pat écarté avec un Mboukou et Cafaro dans la provocation 1 contre 1 avec des projections, ça peut être intéressant, je trouve. Ouais. Ok. Il y a juste une chose, sincèrement.
encore une fois, il faut s'inspirer de ce qui se fait au plus haut niveau. Le Bayern a essayé d'adapter son système de jeu par rapport à Leverkusen. Ils ont joué à 3 derrière, ils ont pris 3-0, merci, au revoir. Aujourd'hui, si tu as des ambitions dans le jeu, tu ne regardes pas ce que fait Annecy. Hein. Et encore une fois, je manque absolument pas de respect à Annecy. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dois être assez fort avec les 2 matchs que tu viens de faire pour prendre le jeu à ton compte. Et peu importe si tu joues avec 3 attaquants ou en 4-3-3 ou si tu joues avec 2, ou peu importe. Ouais, là, tu dois pas être en réaction. Tu dois pas faire ton 11 en fonction de Annecy. Par contre, tu as le droit de faire ton 11 en fonction des faiblesses d'Annecy et appuyer là où ils ont mal. Oui, tout à fait. Après, c'est une question un peu. C'est pas de l'adaptation par rapport à ton adversaire, c'est par rapport à l'animation de ton adversaire qui va commencer à s'animer. Et toi, comment tu vas le mettre en difficulté avec ton animation? Il l'a bien fait hein, sur le changement 3 Angers. On aurait pu dire bon, allez, il a gagné 5-0, il va reconduire exactement le même 11. Bah non, je fais rentrer Cardona parce que Cardona, il va m'apporter plus de jeu dans l'espace que Mboukou, qui va plus être un joueur qui va recevoir le ballon dans les pieds. Et ça a été un choix payant. Donc... Je vais vous dire quelque chose. J'ai fait une montée avec Olivier Dalloglio, et si je dis une énorme connerie, il me reprendra. J'ai fait une montée aussi avec Saint-Etienne et une montée aussi avec Sochaux. Les 3 coachs que j'ai eus, Michel Le Millénaire, Robert Nouzaret ou Jean Fernandez, quand on a joué, jamais on se posait la question de savoir comment joue l'adversaire. Hein. Mais jamais. Hein. On insistait sur les faiblesses de l'adversaire. Mais jamais on disait, tiens, on va jouer comme ça. À chaque fois, on arrivait et le coach il disait, on joue comme ça, on va jouer comme ça, on va déclencher le pressing à telle hauteur, on va les chercher, on va venir comme ça. Et après, il y a les scénarios de rencontres qui sont que ça fait favorable ou pas favorable. Mais jamais on s'est dit, tiens, on va aller à Beauvais ou on va aller à Charleville-Mézières et on va se dire, tiens, on va voir comment Charleville et Beauvais y jouent, quoi. Tiens. Oui, mais pour savoir les faiblesses, il faut bien savoir comment joue l'adversaire. Mais ça c'est le comment ça s'appelle, c'est le staff vidéo qui arrive tout à fait. qui monte. Non, mais et voilà, mais sur les rencontres précédentes. Peut-être que je me trompe, mais moi il faut jamais. Si tu es convaincu de ton projet de jeu, tu regardes pas l'adversaire. Hein, tu connais même pas tes adversaires. Hein. On est d'accord. Rapidement, messieurs, un petit pronostic pour le plaisir. Sincèrement. Je crains plus le match d'Annecy que le match à Angers. Et c'est pas parce qu'il y a eu 3-0 et que machin truc. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que cette équipe d'Annecy est capable d'aller presser très très haut. Ils changent généralement ces 3 ou 4 attaquants quand ils ont exercé le pressing, ça change, ça switch. Là, l'avantage, c'est qu'il y a quand même défensivement moins d'assises que ces dernières années. Du côté d'Annecy, hein, même s'ils ont joué le maintien jusqu'à la dernière journée, on se rappelle quand même comment Annecy est encore en Ligue 2 aujourd'hui. Voilà, je crains par rapport... aujourd'hui, on sait pas encore s'ils sont capables de surfer sur la même dynamique ou si à un moment donné, ils vont se retirer une balle dans le pied tout seuls, quoi, nos joueurs. Ouais. Elias, 100% d'accord avec Patrick. C'est très dur à prédire, Saint-Etienne. Ils sont capables de gagner 3-4-0 comme de perdre 1-0 en étant lamentable. Donc, ça va être là l'enchaînement de matchs. Si tu arrives à faire 5, 6, 7 victoires d'affilée, là, ça va commencer à devenir intéressant. Non, mais ça c'est du football fiction. Là, il faut battre. On est dans le prono. Allez, dis-moi un prono, Elias, même si c'est difficile. Moi, victoire 3-0. Allez, victoire 3-0. Qu'est-ce que nous dit le chat, Gabriel, au niveau des petits pronostics et de leurs attentes aussi par rapport au match à Annecy contre Annecy, pardon, parce que ce sera à Saint-Etienne. Plutôt positif. Après, comme on disait, on s'attend à tout avec nos verts. Donc ne pas tomber dans l'euphorie. Après, on a beaucoup de 1-0. On a 2-1-0 de Elkato 42 et ASSE 7100. On a du 2-0 pour Spider Fox 42 et Jo 42 TV. Et Céline aussi qui voit un petit 1-0 pour Saint-Étienne, tout comme Pascal CHN1 qui voit un 1-0 parce que il mise sur une défense renforcée de Annecy. Donc il voit bien un penalty de Sissoko. Oui, donc on est ambitieux et on a de l'espoir, mais en étant prudent quand même. Il nous reste 5 minutes dans cette émission. Ça va être le moment pour nous de jouer et pour vous aussi de jouer avec nous au SNC Challenge. Donc je rappelle le principe, je cherche le classement actuel. Voilà, Saint-Étienne Club Challenge. Le principe, il est simple, on fait jouer nos chroniqueurs à chaque fin d'émission et à
la fin, le chroniqueur qui aura marqué le plus de points par émission, eh bien, offrira tous les revenus de l'année du Synthé Night Club à l'association de son choix. Petit rappel, Elias, tu joues pour quelle association ? ASPA. La SPA. Et Patrick, tu joues pour quelle association ? Patrick ? Ah. C'est compliqué de faire le quiz tout seul. On n'a plus Patrick pour le quiz. Ah si, c'est bon, il est de retour. Mais c'est parce que j'ai fait comme les joueurs au moment où ça a été le plus dur pour moi. Comme je crains le quiz, je me suis caché. Je pensais que j'allais gagner par forfait. Hein. Non, mais le truc là, il faudra qu'on trouve la combine, pardon, c'est que quand mon téléphone sonne, ça coupe tout, donc je sais pas pourquoi. Ah. Je suis pas bon. Je suis pas bon comme au quiz. Et après, je vais me faire chambrer par le cowboy et par Alex. Oui, il faut savoir que ça chambre beaucoup sur le WhatsApp de l'émission sur les résultats du quiz. Et bien justement, allons-y, ne perdons pas de temps. La première question, c'est une question assez difficile. Je vous avoue que y aura probablement un peu d'aléatoire sur le résultat. Depuis le début du millénaire, donc depuis le 1er janvier 2000, à combien s'élève notre plus grande série de victoires en championnat ? Le plus grand nombre de victoires à la suite, quoi. Combien c'était de victoires à la suite ? Alors, Elias. Victoire, hein. Ouais. 5. 5. Et Patrick, tu dis combien ? Non, c'est Patrick qui a dit 5. Ah, c'est Patrick qui a dit 5 ? Moi, j'ai dit... Cette saison, on a fait 5 victoires à la suite. Ou 5 Depuis défaites à la suite. Je sais même plus. Non, je dirais 5, 7. Je fais 21 points. 7. Je dirais 7. 7. Moi, je dis 13. 13 ? Ouais. Eh bien, c'était 6 victoires à la suite. C'était en 2014. On avait enchaîné une victoire contre Évian-Tonon-Gaillard, Montpellier, Nantes, l'AC Ajaccio, en avant Guingamp et le Stade de Reims. Là, j'ai un point. J'ai dit 5 et 7, donc là, j'ai un point quand même. Bah, t'es plus proche que Elias, donc tu marques le premier point de ce soir. Je vais faire comme la Saint-Etienne, je vais remonter au classement, parce que comme je suis dernier, je me suis fixé cet objectif. Il faut se fixer des objectifs intermédiaires pour atteindre les objectifs finaux. Alors attention, la prochaine question, je suis assez fier de l'originalité. Je suis assez fier de l'originalité de ma question, mais elle est peut-être pas facile. Depuis le début du millénaire, là aussi, donc depuis le 1er janvier 2000, depuis la saison 2000-2001, plus exactement, combien pouvez-vous me citer de sponsors principaux de maillots ? Donc on va faire l'un puis l'autre. Je vais prendre une pièce pour faire un tirage au sort. Bougez pas. Pour savoir qui va commencer. Alors, j'aurais dû préparer une petite pièce avant le début du quiz. Ok, c'est bon, j'ai ma pièce. Alors, pile Elias, face Patrick. Et c'est pile Elias, tu commences. Un sponsor maillot principal depuis les années 2000. Smart Good Things. Smart Good Things, c'est le sponsor actuel. Bien joué, à toi Patrick. La SACMA. Comment t'as dit, pardon ? La SACMA. La SACMA Adjustments. Effectivement, ils y sont. À toi, Elias. Konica Minolta. Konica Minolta, tout à fait. Pascal Feindouno, Didier Zokora, on se souvient très bien de cette époque. À toi, Patrick. Alors, Dreamcast. Oh, Dreamcast, bien joué. C'était le sponsor maillot sur la saison 2000-2001. Je m'en rappelle parce que comme on avait gagné un match à l'extérieur, on avait eu une Dreamcast chacun. Oh purée, stylé. À toi, Elias. La belle prime. The Bet, pardon. Il y a eu The Bet, effectivement. C'est l'avant-dernier. À toi, Patrick. Je pense très fort à eux, mais à un moment donné, je pense qu'il y avait Géant. Pour Géant Casino, il y avait Géant. Géant Casino, eh bien peut-être, mais je ne l'ai pas... c'est sûr et certain, 2000-2001, le maillot à domicile, t'as en haut Dreamcast et en dessous t'as Géant. Ah ouais, mais je demandais le sponsor maillot principal, celui qui est en gros au centre. Mais les deux, il y avait Dreamcast et Géant. Accorde-lui le point, il a raison. Hein. C'est vrai. C'est sûr et certain, on peut continuer si tu veux. Ok, on continue alors. Je vais aller vérifier de mon côté en même temps, mais... si j'ai raison, j'ai un point de plus, comme ça je vais... faut pas... je passe devant la commission de discipline, ça vaut à moins un point. Allez, à toi, Elias. Au début de la saison à cause des supporters, là...
Voilà, là je me bats, je me bats comme j'étais sur le terrain. Oui, ok, je confirme, c'est bon. Ah. Les deux sont au même niveau. Aesio. Aesio, effectivement, avant-dernier, antépénultième. À toi, Patrick. Alors là, je vais le tirer par les cheveux, d'accord? Mais parce que je l'ai porté aussi, il y a Lyon, et c'était les maillots de la Coupe de France. T'as pas dit sponsor principal. C'est vrai que Donc, j'ai il y pas, avait Lyon en Coupe de France. pas précisé en championnat, effectivement, ça passe. À toi, Elias. Ah, j'y vais, hein. Moi j'y vais, je vous le dis. Fruité. Fruité, tout à fait. Oh là là, et il en reste combien? Il en reste 1, 2, 3, 4, 5. Fruité, je voulais le dire, c'était le suivant. Il n'y avait pas, parce que je vois, comment t'appelles, Pierre Aubameyang avec un truc de poker là. Ouais. Le truc de Bruel. Alors, c'est quoi le truc de Bruel? C'est purée. Winamax. Oui, Winamax. bien joué. Évidemment, n'oubliez jamais que les sites de paris sont toujours rentables, donc que c'est vous qui allez perdre de l'argent. À toi, Elias. Il en reste encore? Il en reste 1, 2, 3, 4. Euh, Il en reste un assez facile, je trouve. Les 3 autres sont plus difficiles. Eh ben, j'ai un trou. Alors, un trou n'y est pas. Alors, je vais quand même, il y avait les trucs des mutuelles aussi. Ouais. À un moment donné, et au vie. C'est ça. Il n'y avait pas ça. Et au vie mutuelle, punaise. effectivement. Et donc, c'est Patrick qui va marquer le point. Et il faut qu'on accélère. On est un petit peu à la bourre. Parce que beaucoup à la il y avait aussi PMU, finale de la Coupe de France aussi. Ah oui. Pas SFR en Coupe de France Ça avait aussi. gardé aux choses là. Il y avait RMC aussi. Il y avait Alliance Intérim. Et il y avait Game One sur 2001-2002. Oui, Game One. Ensuite, Gros truc rouge. troisième question, soyez bien attentifs à la question. La dernière fois qu'on a affronté Annecy à domicile, c'était le 4 février 2023, donc il y a à peu près un an à quelques jours près. Sauriez-vous me redonner le score du match? Elias, oui. Elias. 3-2. Oh, bien joué. Et donc ça fait 1 point pour Elias. Pour rappel, but de Wadji, Crasso et Cafaro. Et en face, il y avait un but de Valentin Pajot et de Bosetti. Bien. Ah, on était mené au score. Sacrée mémoire. Ouais, on avait été mené assez rapidement avec un but de Pajot. 1-0, 1-1, 2-1 Sainté, 2-2 égalisation de Bossetti et c'est la frappe de Cafaro dans la lucarne. Ah oui, Ouais, mais oui, le but de l'année là. Ouais, le but qui relance la SS pour la fin de saison, etc. Attention, dernière question. Combien de fois les Verts ont-ils réussi le doublé Coupe Championnat? Et c'est au plus proche. Si égalité, si vous trouvez tous les deux la bonne réponse, je vous demanderai les années. Ou l'année, si c'est arrivé qu'une fois. Moi, je vais dire 4 fois. 4 fois, ok. Patrick, tu vas dire combien? Je me rappelle plus. J'ai le droit à un coup de fil à un ami? Tu n'as pas le droit à un coup de fil à un ami. J'aurais demandé à M. Gastal, le directeur du musée. Du musée. Je vais dire ça fait 10. Je vais dire 3 fois. 3 fois, eh bien c'est Elias qui remporte ce point puisque c'était effectivement 4 fois en 1968, en 1970, en 1974 et en 1975. Et bien sur ce, nous sommes un tout petit peu à la bourre, mais ça va, on est encore dans le timing à peu près. Il va être temps pour moi de vous remercier. Merci Gabriel d'avoir été avec nous ce soir. Merci Patrick, merci Elias et puis merci à vous dans le chat, que vous soyez sur YouTube ou sur Twitch. C'est un plaisir d'avoir fait cette émission avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer le match contre Annecy. Et allez les Verts. Salut tout le monde. Salut. Tchuss.